Ok, super. Donc, salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez maintenant, depuis quelques mois, on a un fameux programme de webinaire dédié à différents sujets, que ce soit l'immobilier en direct, la résidence principale, la gestion du patrimoine, les différentes solutions d'épargne qu'on va pouvoir proposer. La thématique de ce soir, ça va être l'investissement locatif, donc un investissement, donc un bien que l'on va acquérir en direct dans le but de le mettre en location versus donc le placement immobilier via une solution d'épargne qu'on a développée maintenant il y a de ça un petit peu plus de 4 ans, qui est la SCPI et en l'occurrence donc la SCPI Ferme. Donc avant de démarrer, hein, comme d'habitude, on va prendre quelques minutes pour nous présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas, rappeler un petit peu qui on est et quel est notre rôle. Ça c'est on va dire une petite frise chronologique un petit peu qui va reprendre les différentes thématiques sur lesquelles on va intervenir. Pour rappel, on est la société 570 ici. On existe depuis maintenant un petit peu plus de 12 années, hein, en 2010. On est connu principalement dans le cadre du financement immobilier conforme à l'éthique musulmane, donc à la Murabaha, on verra tout à l'heure. Et par la suite, on a travaillé sur différentes solutions d'épargne, euh, comme celle qu'on abordera aujourd'hui, donc une épargne dans l'immobilier qui est la SCPI, et également l'assurance vie. Et par la suite, on a également travaillé sur la première solution d'épargne défiscalisante. On peut voir de manière chronologique en 2010, donc c'est le premier financement immobilier conforme à l'éthique musulmane. C'était une phase test en quelque sorte. Ensuite, on a eu le premier financement immobilier, l'offre résidentielle pour monsieur et madame tout le monde, avec certaines contraintes bien sûr, et qui ont évolué avec le temps. En 2015, donc, le premier financement immobilier à but professionnel et également locatif. Donc, c'est un petit peu moins de 10 ans. En 2018, donc, la première solution d'épargne qui est d'investissement conforme à l'éthique musulmane, donc qui est la SCPI, par le biais de la SCPI, donc Fair Invest. En 2020, donc pareil, un contrat d'assurance vie donc conforme à l'éthique musulmane que nous proposons. Ce qui est simplement le nom donné à une solution d'épargne, hein, c'est pas ce qu'on pourrait voir sous forme de prévoyance, bien sûr. En 2021, on a lancé le pôle patrimonial, donc dédié à une certaine typologie de clientèle, qui s'appelle Connexia Patrimoine. Et puis en 2022, la première solution d'investissement et d'épargne conforme à l'éthique musulmane, défiscalisante, donc par le principe du plan épargne retraite individuel, donc le PM. Donc en deux mots, donc comme je l'expliquais, voilà, on est une société de conseil, d'ingénierie financière, mais surtout de conseil financier, où on va accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine. On va intervenir également sur différents services. Donc, on l'a vu, hein, l'accession à la propriété, les solutions d'épargne, la SCPI, l'investissement locatif, l'assurance vie, mais aussi sur des sujets un petit peu plus transverses comme la zakat ou également la rédaction d'un testament, succession, et puis dans d'autres mesures pour une certaine typologie de clientèle également, s'occuper plutôt de la fiscalité et de certaines formes juridiques qu'on va pouvoir utiliser pour le développement de leur activité. DCZ, c'est aussi, donc, comme j'expliquais, la création en 2010. À ce jour, on détient 5 agences. Donc, l'agence principale sur laquelle voilà, j'interviens aujourd'hui, donc, qui est l'agence Paris. On a également une deuxième agence, donc, qui est une agence de franchisé, donc, sur la ville de Strasbourg. On en a également 2 sur l'île de la Réunion et une dernière, donc, aux Émirats, à Dubaï. À ce jour, on a un peu plus de 35 collaborateurs, plus de 5000 clients, 120 000 membres, donc, sur notre site. Plus de 600, bon là on est plutôt à 650 millions financés donc dans le cadre de financement immobilier, donc d'acquisition immobilière par le biais de la Murabaha. Pareil, là les chiffres ne sont pas à jour, mais on a un petit peu plus de 70 millions d'euros collectés par le biais des différentes solutions d'épargne que l'on va proposer, donc la SCPI, l'assurance vie et le plan épargne retraite individuelle, et un taux de satisfaction de 98%. Alors je viens de voir que le spectateur anonyme nous indique que vous ne m'entendez pas. Est-ce que pour les autres, vous m'entendez bien ou ce n'est pas le cas? Si vous pouvez intervenir donc, dans le fameux chat pour me confirmer que c'est peut-être un problème qui vient voilà, de l'outil. Ok, je vous entends, donc c'est plutôt rassurant. Donc je vais pouvoir, super. Donc je vais continuer, Inch'Allah.
Alors, donc, on va aborder la première thématique, donc, qui est le financement immobilier. Donc, rappeler un petit peu comment fonctionne donc le financement Murabaha, quels vont être les critères d'éligibilité. Donc, on va aborder ce sujet-là et ensuite, on rentrera dans le détail de l'investissement locatif, quels vont être les avantages, les inconvénients, et ensuite faire le parallèle avec la SCP. Donc, qu'est-ce que le financement Murabaha? Donc, la Murabaha, concrètement, on va travailler avec des banques françaises qui ont ouvert une partie de leur activité de finance islamique, bien distincte de leur activité de finance conventionnelle. La banque partenaire va acheter le bien que vous souhaitez. Elle va le payer cash par le biais de ses fonds propres ou par le biais des comptes de dépôt de ses clients non rémunérés. Elle va devenir propriétaire durant un laps de temps, généralement entre 4 jours et 2 mois. Et ensuite, elle va vous revendre le bien avec une marge bénéficiaire et elle va vous accorder un paiement échelonné. Donc ça, c'était pour le rappel un peu du fonctionnement de la Murabaha. Ensuite, on a mis sur la droite donc, quelques principes du droit musulman, donc le droit des affaires, fiqh al-mu'amalat. Donc, en gros, on part du postulat que tout est autorisé donc jusqu'à preuve du contraire. Et donc, la charge est à la personne donc, qui va indiquer que la solution ne serait pas conforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une transaction commerciale soit conforme à l'éthique musulmane, il faut impérativement que l'entité ou la personne qui vous vend le bien soit propriétaire. Et là, en l'occurrence, c'est bien le cas. Il y a un acte notarial qui indiquera bien que la banque, c'est bien la banque qui va revendre le bien et non pas le vendeur initial. Donc, bien sûr, rappel de quelques principes donc, comme l'interdiction du riba de l'intérêt. Donc là, à présent, on va aborder un petit peu les conditions et les critères d'éligibilité qui vont permettre de vous accompagner sur ce type de projet. Donc, aussi bien dans le cadre d'un investissement locatif ou bien dans le cadre d'une résidence principale. On peut transposer les critères également pour une résidence principale. Donc, les conditions, on va en avoir 4. Le premier, c'est justifier d'une situation professionnelle stable. Donc, en l'occurrence, soit un CDI depuis plus de 6 mois, ou bien être gérant d'entreprise. Et il faudra justifier par contre de 3 années d'ancienneté, donc 3 bilans. Et ensuite, on fera une moyenne des revenus qui ont été générés pour déterminer finalement un revenu. Donc ça, c'était le premier critère, donc situation professionnelle stable. Le deuxième critère, il faudra un apport. Donc, on travaille avec différents partenaires bancaires et en fonction des partenaires bancaires, il y aura différentes contraintes. Le montant minimum de l'apport qu'on va vous demander, c'est 15%. Et à cela, donc, sont inclus les frais de notaire. Donc, au final, ça demande un apport net d'à peu près 7 ou 8%. Donc, 15% minimum. Pour un exemple, je souhaite acquérir un bien à 100 000 euros, il me faudra au minimum 15% d'apport. Le troisième critère, le taux d'endettement. Donc, avant, on était à 33% de taux d'endettement, maintenant, on est passé à 35% de taux d'endettement. Donc, c'est un taux d'endettement qu'il ne faudra pas dépasser. Pareil, je vais redonner un exemple. J'ai un revenu de 3 000 euros, je ne pourrai pas dépasser une mensualité de 1000, 1020, 1030 ou 1040 euros. D'accord? On comprendra 35% des revenus, et ça sera le montant maximum que l'on pourra avoir en mensualité. Et le dernier critère, donc c'est vrai qu'on n'a pas abordé dans cette thématique, c'est la gestion des comptes. Comme vous le savez, on est dans un domaine qui est relativement sensible, qui est la finance islamique, et donc dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il faudra impérativement avoir une gestion saine des comptes. Quand on demande une gestion saine des comptes, c'est très simple. Ce qu'on doit avoir sur les comptes, c'est vos dépenses du quotidien, salaire, loyer, prestations sociales si vous en avez, et c'est tout. Donc ça, c'était les critères d'éligibilité pour ce type de financement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est accessible au plus grand nombre puisqu'on peut proposer des financements jusqu'à 25 ans. Donc, on a un partenaire qui accepte une durée de financement jusqu'à 25 ans. Donc, on va dire, relativement accessible. Il y a juste une petite subtilité, c'est qu'on ne pourra pas dépasser 65 ans pour la fin du financement. Donc, je reprends un exemple. J'ai 40 ans, je veux faire un financement sur 25 ans, donc pas de sujet, puisque la fin du financement interviendra à 65 ans. Par contre, j'ai 42 ans, ou alors l'une des deux personnes du foyer a 42 ans, là, la durée de financement maximum, ça sera 23 ans. Ensuite, il va y avoir des conditions donc, sur les différents types de biens sur lesquels on pourra se positionner. Donc, tout d'abord, il faudra impérativement que le bien ait plus de 5 ans et qu'il soit habitable à l'achat.
Donc, tout ce qui va être terrain, construction, travaux de grosses œuvres, malheureusement, on ne pourra pas vous accompagner sur ce type de projet. Et ensuite, les biens devront être vendus par un particulier ou une agence immobilière. Donc, tout ce qui va être vente aux enchères, vente auprès d'un bailleur social, pareil, sur ce type de projet, on ne pourra pas vous accompagner. Mais voilà, généralement, les biens sont vendus par des particuliers ou des agences immobilières, donc pour 90% des biens qui sont sur le marché. Et bien sûr, oui, c'est vrai, on l'a précisé, les biens, c'est vrai on nous pose souvent cette question-là. Les biens sur lesquels on pourra vous accompagner devront être impérativement en France métropolitaine ou à l'île de la Réunion. On ne peut pas vous accompagner sur des biens à l'étranger. Donc, les étapes de l'opération Murabaha, comment ça va fonctionner? La première étape, donc, c'est nous contacter, donc, pour réaliser un audit patrimonial qui va permettre d'étudier finalement la faisabilité de votre projet, donc d'en voir un peu plus concernant votre situation professionnelle, personnelle, familiale. Et à la suite de cet audit patrimonial, eh bien, on va pouvoir réaliser une simulation avec vous qui va vous permettre derrière d'obtenir un accord de principe. Une fois cet accord de principe obtenu, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à chercher un bien. Une fois que vous avez cherché un bien, vous trouvez votre maison, donc vous allez faire une offre d'achat, eh bien, on va passer par une signature d'une PUV. Donc, une PUV, c'est ce qu'on appelle une promesse unilatérale de vente. On ne va pas passer par un compromis classique. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un compromis classique, eh bien, ça va engager le vendeur et l'acquéreur. Et forcément, pour rappel, ce n'est pas vous qui allez acheter le bien dans un premier temps, ça va être le partenaire bancaire, raison pour laquelle on va passer par une promesse unilatérale de vente. Donc, c'est le vendeur qui va s'engager à vous réserver le bien durant une période déterminée. Et finalement, dans cette promesse, on va y inclure une clause de substitution qui indiquera que ce n'est pas vous qui allez acquérir le bien, mais que ça sera un partenaire bancaire qui va acquérir le bien au comptant. Donc, voilà un petit peu les subtilités en tout cas sur cette étape-là du financement. Ensuite, eh bien, tout comme un financement classique, eh bien, il y aura une offre de financement Murabaha qui va être transmise par le partenaire bancaire, auquel il faudra répondre favorablement. Et ensuite, une signature de promesse unilatérale d'achat. Donc, cette fois-ci, c'est entre vous et la banque. Ensuite, la banque achète le bien et la banque vous revend le bien, donc avec une facilité de paiement, donc sur 10, 15, 20, voire 25 ans. Généralement, en moyenne, on est sur une semaine. Donc, au moment où la banque va acquérir le bien, une semaine après, elle va vous revendre le bien. Donc, vous allez tout de suite être propriétaire. Simplement, la banque va vous accorder un échéancier de paiement. Donc là, c'est un petit rappel de l'instruction fiscale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bulletin, donc dans le bulletin officiel des impôts, donc il y a un régime qui va encadrer la Murabaha en France, donc qui a été mis en place en 2010 à l'époque, donc sous Christine Lagarde. Donc, il va y avoir les mêmes avantages fiscaux que dans un crédit classique. C'est-à-dire que lorsque je vais me positionner sur un bien dans le cadre d'un investissement locatif, eh bien, l'avantage que l'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir déduire finalement les, euh, les, euh, on va dire les- la marge bancaire finalement des revenus fonciers. Ensuite, la banque, elle aura un statut de marchand de biens, donc ça, c'est juste une petite subtilité. La particularité, c'est également, je pense que vous l'avez compris, lorsqu'on passe donc dans un financement dans la Baha, il va y avoir deux actes notariaux. Eh bien, l'avantage de cette instruction fiscale, c'est qu'il y aura bien sûr deux passages chez le notaire, mais le premier acte d'achat, lorsque la banque va acheter le bien, eh bien, ça va être des frais de notaire réduits. Pourquoi? Parce que sinon, si on a deux fois les frais de notaire, il faut compter à peu près 8%, 8%, eh bien, on va dire l'opération serait vraiment peu, peu avantageuse. Et bien sûr, on l'a expliqué, hein, dans le bien de plus de 5 ans, on peut pas vous accompagner dans des biens qui ont moins de 5 ans. Pourquoi? Puisqu'il y a une TVA, une TAEG qui est inclue dans les contrats et pour les partenaires, c'est un petit peu trop complexe pour prendre en considération. Donc, quels vont être les différents avantages qu'on va avoir dans le cadre d'un investissement locatif? Donc, il y en a plusieurs. Le premier avantage, c'est que je détiens un bien en direct. Je détiens un bien en direct, c'est-à-dire que je vais acquérir mon bien et ce bien-là m'appartient. Ce qui n'est pas le cas, on verra tout à l'heure, dans le cadre de la SCP. Donc ça, c'est le premier avantage. Donc sur le choix du bien, je choisis mon bien. Donc sur la gestion, que ce soit sur la localisation, c'est moi qui vais m'occuper de gérer ce bien. Effectivement, on peut également faire appel
à des agences immobilières qui vont également gérer le bien, c'est tout à fait une possibilité également, mais forcément, ça aura un impact sur la rentabilité, bien sûr, de l'investissement locatif. Ensuite, la potentielle plus-value, effectivement. Si on va dire, on acquiert un bien dans une zone qui est en devenir, eh bien, l'avantage, c'est qu'on peut potentiellement aller chercher une plus-value très intéressante et on l'a déjà vu, hein, par le passé, des biens qui ont été acquis donc 2, 3, 4, 5, 10 années après, et certains ont pris plus 50, plus 60, plus 100, des fois plus 150%. Donc, ça, on ne pourra pas le retrouver, par exemple, dans le cadre de la SCP. Et l'autre avantage très important à prendre en considération, c'est le fameux effet de levier. Des fois, je n'ai pas la possibilité, par exemple, je souhaite acquérir un bien à 150 000 ou 200 000 euros, eh bien, n'ayant pas l'intégralité des fonds, je vais profiter de cet effet de levier, donc de cet effet de levier qui va me permettre finalement, avec un apport de 15, 20, 30 000 euros, de pouvoir acquérir un bien, et donc ce bien-là, de le mettre en location et d'avoir un rendement locatif, un revenu foncier, eh bien, beaucoup plus conséquent que ce que je l'aurais eu uniquement avec 15 ou 20 ou 30 000 euros d'apport initial. Donc voilà un petit peu pour la première partie de la présentation, donc de l'investissement locatif. Et on reviendra également sur la fin, donc lorsque j'aurai fini la présentation concernant la SCPI, avec un petit tableau comparatif justement des avantages, des inconvénients, donc un investissement locatif en direct et la SCPI versus la SCPI. Donc la SCPI, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une société civile de placement immobilier. Donc concrètement, on va collecter l'argent des épargnants, comme vous et moi. On va le confier à une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, donc par l'État, qui va utiliser notre argent dans l'achat de bâtiments. Ces bâtiments vont être mis en location, ils vont générer des loyers, et ensuite ces loyers, ils vont être distribués aux épargnants, et bien justement à hauteur de l'investissement qui aura été effectué. Donc en quelque sorte, la SCPI, c'est un investissement locatif, mais à grande échelle. Et la particularité, c'est que dans le cadre des SCPI, on ne va pas être dans le domaine des particuliers, mais plutôt dans le domaine des professionnels. Donc, je vais vous expliquer ce qui va faire la différence entre une SCPI classique et celle que nous proposons. Pourquoi? Puisque nous n'avons rien inventé chez 570 ISI. Les SCPI, elles existent en France donc, depuis plus de 50 ans. Cependant, la manière dont elles sont pratiquées en France n'est pas conforme à l'éthique musulmane, donc pour trois raisons principales. La première des raisons qui rend les SCP en France non conformes, c'est qu'elles vont pratiquer généralement l'effet de levier. Donc les SCP vont emprunter de l'argent sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt, donc avec du riba, pour pouvoir acquérir des biens plus rapidement. Et ça, comme vous le savez, c'est pas conforme à l'éthique musulmane. Le deuxième point, c'est au niveau des activités locatives. Donc certaines SCPI pourront louer leurs bâtiments à des domaines potentiellement non conformes. Ça va être un restaurateur, il y aura de la vente d'alcool, jeux de hasard, casino, boîte de nuit. Donc ces activités, bien sûr, ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Et troisième point qui rend les SCPI potentiellement non conformes en France, c'est, on va dire, le compte dépositaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on va collecter l'argent auprès des épargnants, avant de pouvoir acquérir des biens, cet argent-là va transiter par un compte dépositaire. Et généralement, eh bien, les comptes dépositaires utilisés par les SCPI, ça va être l'équivalent des livrets A. Donc, capital garanti, rendement garanti, donc ça génère de l'intérêt durant cette fameuse phase de transition avec les nouvelles acquisitions. Donc, ça, c'est les trois points qui vont poser problème dans les cadres des SCPI en France. Donc, nous, on a travaillé sur une SCPI conforme à l'éthique musulmane qui s'appelle la SCPI Fair Invest, qui a vu le jour maintenant il y a de ça 4 ans. Donc, premier point, on ne pratique pas l'effet de levier, ni murabaha d'ailleurs. Donc, pas d'intérêt, pas de crédit et autres, ni murabaha. C'est-à-dire qu'on va acquérir des biens uniquement avec l'argent collecté des épargnants. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau des activités locatives, eh bien, on est essentiellement basé dans le domaine de la santé et de l'éducation, donc des domaines conformes à l'éthique musulmane. Et pour finir, eh bien, tout comme une SCPI classique, on va bien détenir un compte dépositaire. Cependant, le compte dépositaire que l'on détient, c'est un compte courant non rémunéré. Donc voilà les trois points qui vont nous différencier d'une SCPI classique de celle que nous proposons, qui est conforme à l'éthique musulmane. Pour faire un petit historique, je vais donner quelques chiffres clés. À ce jour, on a collecté un petit peu plus de 65 millions d'euros qui nous ont permis d'acquérir une trentaine de biens. Je vais vous donner quelques exemples. On a un centre de dialyse sur la ville de Suresnes en région parisienne, un bâtiment qui s'appelle le réseau sécurité naissance sur la ville de Nantes, une crèche sur la ville de Noisy-le-Grand en région parisienne,
un centre qui vend du matériel médical sur la ville de Toulouse, un centre de remise en forme sur la ville de Nice, un complexe pharmaceutique sur la ville de Reims, un centre médical sur la ville de Lyon. Donc voilà un petit peu quelques exemples de biens qu'on a pu acquérir donc, au fil des années. Et donc, comme vous l'avez pu le constater, donc, à travers la France et dans des activités dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc, si on s'attarde un petit peu maintenant sur le rendement, si je vous fais un petit historique des rendements, donc en 2019, nous avons rémunéré nos épargnants à hauteur de 4,35%. Quand je parle de rendement de 4,35%, c'est un rendement annuel. Cependant, les loyers, donc les revenus, eh bien, on va les distribuer à nos épargnants tous les trimestres. Donc, tous les 3 mois, eh bien, nos épargnants vont recevoir leur loyer directement sur leur compte. Donc, j'ai dit 4,35 en 2019, 4,51 en 2020. Donc, comme on peut le voir, on est passé par le Covid, confinement. Pour nous, il n'y a eu strictement aucun impact. Bien sûr, on a choisi des domaines conformes à l'éthique musulmane, mais aussi des domaines relativement stables, comme le domaine de la santé et de l'éducation. Donc, on ne peut pas faire plus stable que cela. En 2021, on a eu un rendement de 4,73% et similaire pour 2022, on était à 4,72. Donc, on est aux alentours de 4,7. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI en France rémunèrent entre 4 et 6% annuels. Et nous, malgré la contrainte finalement de cet effet de levier, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on est tout à fait dans la moyenne. On est entre 4 et 6%, donc on est à 4,73%. Ensuite, quelques informations importantes que je vais pouvoir vous donner. Je pense que vous l'avez compris, lorsqu'on épargne dans le cadre de la SCPI, eh bien, on est dans le domaine de l'immobilier. Et si on fait le parallèle justement avec ce fameux investissement locatif, qu'est-ce qui va se passer? Si je souhaite acquérir un investissement locatif aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer 3 choses. Première des choses, je vais payer des frais de notaire. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, il faut compter en moyenne 8%. Deuxième frais, ça va être les frais d'agence. Généralement, lorsque je souhaite acquérir un bien, eh bien, je vais passer par une agence immobilière. En tout cas, ça représente 80% des transactions immobilières en France. Donc, il faut compter entre 3 et 7%. Et pour finir, eh bien, le coût du financement. C'est très difficile de pouvoir acheter un bien cash, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, généralement, on va passer par un effet de levier, soit dans le cadre d'un crédit classique, soit dans le cadre de la murabaha. Et ça a un coût. Et donc, qu'il faudra prendre en considération. Dans le cadre des SCPI, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle des frais de souscription. Ces frais de souscription s'élèvent à 10%. Cependant, l'information importante, c'est que ces frais-là, vous allez vous en acquitter uniquement à la sortie. Quand je reprends finalement les rendements qu'on a évoqués tout à l'heure, de 4,35, 4,51, 4,73%, eh bien, c'est bien sur la somme que vous avez versée et non sur la somme versée, moins les frais de souscription. Les frais de souscription, vous allez vous en acquitter uniquement à la sortie, donc au moment où vous allez souhaiter récupérer vos revenus. Donc, je prends un exemple de quelqu'un qui a épargné 20 000 euros, eh bien, il aura eu un peu plus de 940 euros. Donc, c'est bien sur le rendement et la somme qu'il a versée et non les frais déduits. Donc, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, on a abordé les premiers gains par le biais des loyers que vous allez percevoir. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un deuxième gain potentiel indirect par ce qu'on appelle la revalorisation de la part. En fait, lorsqu'on n'est pas dans le cadre de la SCPI, qu'est-ce qu'on a fait? On a saucissonné le parc immobilier en nombre de parts. À ce jour, une part de SCPI Fair-Invest est valorisée à hauteur de 200 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, en France, la valeur des parts des SCPI, donc depuis 50 ans, elle augmente en moyenne entre 1 et 1,5% par an. Pourquoi? L'immobilier, c'est considéré comme une valeur refuge, une valeur croissante. Et étant donné que la valeur des biens immobiliers augmente régulièrement, eh bien, il en est de même pour la valeur des parts des SCPI. Ce qui signifie que vraisemblablement, une part que vous allez acquérir en 2023 à hauteur de 200 euros, eh bien, vraisemblablement, en 2025, 2027, 2030, on sera plus proche des 202, 205, 210, 215, 220. Et vous, si je reviens sur les fameux frais, non seulement vous allez vous en acquitter sur la valeur d'acquisition, mais donc à la sortie, pardon, mais sur la valeur d'acquisition. Et là, je reprends un exemple. Donc, on vous avez souscrit en 2023, les frais étaient, la valeur de la part était de 200 euros. Pardon. En 10 années après, en 2033, j'ai un nouveau projet, je souhaite récupérer mon fonds, la valeur de la part est à 220 euros. Et bien finalement, les frais de souscription, c'est zéro. Pourquoi? Puisqu'ils vont être absorbés par le biais de la revalorisation de la part, le fait que la valeur de la part est augmentée. Et donc, durant toutes ces années, eh bien, vous aurez perçu en parallèle des revenus trimestriels. Donc, plus on va finalement
aller dans le temps sur le placement SCPI, plus on aura un avantage sur ce qui concerne la partie prêt pour absorber au maximum les frais de souscription. Ensuite, il va rester une information à communiquer qui concerne le fameux délai de jouissance. Donc, qu'est-ce que le délai de jouissance? C'est le délai durant lequel vous n'allez pas percevoir de revenus. Lorsqu'on va souscrire au SCPI, donc il y a un délai de jouissance qui va être intégré. Dans notre cas, nous, il correspond au premier jour du 6e mois suivant votre souscription. Donc, en fonction de la date à laquelle vous allez souscrire durant le mois, ça pourra aller jusqu'à 5 mois et 30 jours, ou en fonction également, ça pourra aller à 5 mois et 1 jour, entre 5 mois et 1 jour et 5 mois et 30 jours, donc le délai durant lequel vous ne percevez pas de revenus. Pourquoi? Donc tout simplement dans un souci d'équité, on a eu récemment notre plus grosse souscription, donc, qui est de 3 millions d'euros. Volontairement, je vais prendre cet exemple pour illustrer mes propos. Si on avait commencé à rémunérer donc la souscription de cet épargnant de 3 millions d'euros dès le lendemain, eh bien forcément, ça aura un impact négatif sur le rendement de la SCPI. Pourquoi? Si on collecte 3 millions d'euros aujourd'hui, eh bien demain, on n'aura pas encore eu le temps d'acquérir un bien, de le mettre en location, de percevoir des revenus pour pouvoir les redistribuer aux épargnants. Et donc, ce fameux délai de jouissance va nous permettre quoi? Finalement, de collecter l'argent auprès des différents épargnants, de le mettre en commun, d'acquérir des nouveaux biens, de le mettre en location et donc de ne pas impacter de manière négative le rendement à la SCPI. Donc, même si finalement, une fois qu'on l'explique, c'est tout à fait logique, il est important que vous ayez cette information. Et d'ailleurs, si on fait justement toujours ce fameux parallèle avec un investissement locatif, si je souhaite acquérir un bien aujourd'hui, eh bien, de toute façon, pour récupérer les clés, eh bien, il faut compter entre, allez, 3 mois et demi et 5 mois. Donc, finalement, ça peut compenser un peu ce fameux délai de jouissance. Donc, voilà un petit peu pour les informations liées à la SCPI. Donc, quels sont on va dire, les principaux avantages à la SCPI? Donc, ça permet de faire une diversification. Pourquoi? Puisque je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Le fait d'investir en SCPI, ça va permettre d'investir dans une multitude de biens, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans un investissement locatif. J'achète un investissement locatif aujourd'hui. Typiquement, j'ai mon locataire qui ne paye pas mon loyer. Eh bien, je perçois zéro. Et bien là, c'est-à-dire que même si, typiquement, on avait un locataire qui ne payait pas ses loyers, eh bien, ça serait diffus sur l'intégralité des épargnants. Pourquoi? Comme on détient un parc immobilier de plus de 30 biens, eh bien, finalement, l'impact, il serait minime. Au lieu d'être sur un rendement de 4,73, peut-être qu'on serait sur un rendement de 4,4. Ah oui, très, très bonne question. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour investir dans la SCPI? Oui, le montant minimum, c'est 1 000 euros. Ça peut aussi justement être dans cette fameuse rubrique, merci spectateur anonyme, dans cette fameuse rubrique d'avantages liés à la SCPI, c'est que c'est accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que typiquement, même un étudiant, j'ai des enfants, un étudiant, voilà, voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent de côté, eh bien, 1 000 euros, c'est accessible au plus grand nombre. Et ensuite, on va pouvoir alimenter de manière mensuelle, trimestrielle ou autre par le biais de versements programmés. C'est une fonctionnalité qu'on propose et bien sûr par multiple de parts, 200, 400, 600, sans engagement. C'est une fonctionnalité qu'on propose. On peut l'activer, la désactiver, l'activer par la suite. Et également, la fameuse flexibilité, c'est que je peux faire, voilà, je suis étudiant, j'ai que 1 000 euros aujourd'hui. L'année d'après, j'ai eu un héritage, je travaille, je commence à avoir des revenus, je souhaite faire un versement complémentaire, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 50 000, peu importe. Eh bien, à tout moment, je vais pouvoir finalement effectuer un versement complémentaire. Et je pense que vous l'avez compris, plus je vais alimenter mon espace SCPI, mon compte SCPI, plus les revenus seront conséquents, etc. Et ensuite, ça fera l'effet boule de neige. Et la partie gestion déléguée aussi qui est importante, c'est qu'on n'a pas ce fameux souci de gestion locative. On l'évoquait justement tout à l'heure dans une discussion avec un collaborateur. Lorsque je détiens un investissement locatif en direct, forcément, je vais prendre plus de risques. Bien sûr, potentiellement, je vais pouvoir aller chercher plus de rentabilité, mais je vais prendre plus de risques. Pourquoi? Parce qu'on a toujours aussi en France, donc ça peut être un avantage, mais un inconvénient pour tout ce qui va être investisseur, c'est qu'on protège beaucoup le locataire en France. Donc avec la trêve hivernale et autres, donc on peut se retrouver vraiment en difficulté ou alors des locataires qui vont finalement dégrader le bien que je détiens. Donc voilà, l'avantage de la SCPI, c'est que je n'ai pas ce souci de gestion locative. On est dans le domaine des professionnels, des experts en immobilier, donc une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers qui va gérer finalement donc, les biens
et autres. Donc, voilà, on n'a pas ce souci-là. Nous, on reçoit nos loyers de manière trimestrielle, donc on va dire beaucoup plus simple. Alors, quel est le pourcentage des frais? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, je l'expliquais, c'est 10%. 10% les frais. Une part de 200 euros et le minimum de 1000 euros. Quelle est la différence? Alors, donc je vais reformuler. Dans le cadre des SCPI, donc de la SCPI en tout cas que nous proposons, on va proposer 3 types de souscription. Le premier, c'est ce qu'on appelle le versement initial. Donc le montant minimum, on l'a dit, c'est 1000 euros. Généralement, c'est plutôt une somme conséquente des disponibilités de nos épargnants. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est celle qui va ramener le plus rapidement des revenus. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a la possibilité donc d'activer ce qu'on appelle le versement programmé. Pour le versement programmé, donc c'est un prélèvement mensuel ou trimestriel qui va me permettre d'alimenter de manière régulière finalement la SCPI. Pour cette partie-là, versement programmé, sur ces prélèvements, le montant minimum, ce n'est plus 1000 euros, c'est 200 euros. Donc en fait, c'est une part. Donc si, par exemple, la part passe à 202 ou 203 euros, eh bien, les prochains mois, ça sera plus 200 et ça sera 203, 204, etc. En fonction de la valeur de la part au moment où on va l'acquérir. Et pour finir, il y a le versement complémentaire. Pareil, je l'avais évoqué brièvement tout à l'heure. J'ai une rentrée d'argent, un 13e mois, un héritage. Eh bien, à tout moment, je vais pouvoir alimenter finalement la SCPI par le biais d'un versement complémentaire. Et pour cela, eh bien, le montant minimum, c'est similaire au versement initial, donc 1000 euros. Oui, alors, bonjour, est-ce qu'on peut le faire avec une SASU à l'IS? Oui, tout à fait. J'ai eu en l'occurrence, donc, même tout à l'heure, une personne, on a évoqué cela, tout à fait. On a de la trésorerie qui dort, donc on pourra tout à fait justement faire un placement en SCPI dans le cadre d'une personne morale, donc là, en l'occurrence, une SASU à l'IS. Mais pour tout ce qui va être on va dire, là, je vous ai juste donné un cadre global. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner une présentation générale et ensuite, pour tout ce qui va être rentré en détail, eh bien ça, l'objectif, ça va être de prendre un rendez-vous avec un conseiller donc, du réseau qui va justement derrière étudier votre situation au global pour finalement vous faire les meilleures préconisations. Mais pour répondre à la question, tout à fait, ça peut être tout à fait pertinent donc d'investir en SCPI lorsqu'on est en SASU à l'impôt sur les sociétés. Les revenus sont repartis comment entre les participants? Au prorata de la somme qui a été versée. Quelqu'un qui a finalement souscrit 10 000 euros et quelqu'un qui a souscrit 1 000 euros, eh bien, il y en a un qui aura, donc si je prends le rendement à 4,73%, il y en aura un qui aura un rendement de 43,70 € et un autre qui aura un rendement de 437 euros. Donc, c'est au prorata. C'est pour ça qu'on a un pourcentage et ce pourcentage, il est commun à tous les épargnants. Forcément, une personne qui a investi 1 000 euros, une personne qui a investi 3 millions, eh bien, n'aura pas le même montant. Il vaut mieux privilégier l'assurance vie. C'est une excellente question. Lorsque je suis sur une tranche marginale d'imposition de 30%, eh bien, la SCPI en pleine propriété ne sera pas spécialement pertinente. Il y a une deuxième possibilité de souscrire en SCPI par le biais d'un démembrement. Donc, généralement, la personne qui a une tranche marginale d'imposition, donc qui est à 30, 41 ou 44, va acquérir la nue propriété. Ensuite, on va définir finalement une durée du démembrement. Ça peut aller de 5 jusqu'à 15 ans. Et ensuite, on va avoir une clé de répartition. Le gros avantage du démembrement, c'est que finalement, la fiscalité va être beaucoup plus avantageuse. Vous allez acquérir la nue propriété. Donc, durant un laps de temps, donc, qui aura été déterminé, si je prends par exemple de mon souvenir, sur 10 ans, la clé de répartition, c'est 67-33. Donc, le nu propriétaire va acquérir les parts à hauteur de 67%. Donc, il ne va pas les payer 200 euros, mais il va payer 67% des 200 euros. Et l'usufruitier, eh bien, lui, ça, c'est une tierce personne, donc généralement des personnes morales qui ont besoin de percevoir des revenus, va acquérir l'usufruit pendant une dizaine d'années. Pendant ces 10 années-là, vous n'allez pas percevoir de revenus. Alors, vous ne percevez pas de revenus pendant ces 10 années. Par contre, le gros avantage, c'est qu'au bout de ces 10 années, l'usufruitier ne perçoit plus de revenus et vous récupérez la pleine propriété. Donc ça, c'est le gros avantage donc d'un démembrement. Et ça, pareil, on peut étudier au cas par cas, justement dans le cadre d'un audit patrimonial,
qu'est-ce qui serait le plus pertinent? La SCPI peut être pertinente, mais effectivement, l'assurance vie pourra répondre à différents besoins. Pourquoi? Puisqu'on va avoir des gains qui vont être plafonnés également dans le cadre de l'assurance vie. Si je continue les questions. Alors, dans ce cas, comment calculer le pourcentage de sortie? C'est 10% sur l'intégralité des sommes que vous aurez versées. Donc, très simple. Donc, écoute, je souhaite que mes parts soient en nue propriété pour moi et l'autre partie soit propriétaire. Alors là, j'ai pas compris la question. Comment déclarer les dividendes aux impôts? Donc, dans le cadre de la pleine propriété, c'est très simple. On va vous transmettre donc chaque année un IFU, un mois avant la déclaration d'impôt. Donc, il va reprendre les gains que vous avez, les loyers que vous avez perçus l'année précédente, qu'il faudra reprendre sur votre avis d'imposition. Et deux possibilités. On vous transmet un tutoriel qui va vous faciliter le remplissage de votre avis d'impôt. Donc ça, c'est voilà un petit document relativement simple qui va vous permettre finalement de remplir votre avis d'imposition. Mais voilà, typiquement, j'ai certaines personnes qui souhaitent qu'on programme un rendez-vous pour cette fameuse déclaration, auquel cas on le fait ensemble. À partir du moment où on est inscrit dans la SCPI, nous pouvons récupérer notre investissement au bout de combien de temps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une excellente question également. L'argent qui est investi en SCPI n'est pas bloqué. Donc, vous n'avez pas la fameuse contrainte de blocage. Par contre, comme vous l'avez compris, il y a des frais de souscription de 10%. Donc, tout comme un investissement locatif en direct, eh bien, il faut une certaine durée minimum pour pouvoir absorber les différents frais. Donc, il n'y a pas de contrainte de blocage. On peut demander à récupérer ces fonds à tout moment. Nous, la durée préconisation minimum, c'est 5 ans. On préconise minimum 5 ans. Mais voilà, il peut y avoir des imprévus dans la vie, la fin d'un décès ou autre. On peut récupérer ces fonds avant. Le délai moyen pour récupérer ces fonds dans les 4 DSCP en France, c'est entre 6 et 10 semaines. Dans notre cas à nous, on a peut-être une quinzaine, une vingtaine de demandes de sortie à ce jour, et on est aux alentours d'une vingtaine de jours. C'est quoi le bénéfice de la banque de cette épargne? Donc là, j'ai pas bien compris. Si vous pouvez reformuler le bénéfice de la banque de cette épargne. Bonjour la SCPI, au bout de combien d'années peut-on débloquer les fonds sur la SCPI? Si on débloque les fonds, cela oblige sa fermeture. Peut-on continuer à investir? Très bonne question donc de Samia. Là, le gros avantage aussi dans le cadre de la SCPI, c'est que c'est pas contraignant. Aujourd'hui, je détiens un investissement locatif en direct. Je l'ai acheté 100 000 euros, je veux récupérer 50 000 euros. Je ne peux pas couper le bien en deux. Je vais être obligé de revendre le bien pour pouvoir récupérer une partie de la somme. L'avantage de la SCPI, c'est que c'est très flexible. Au moment où j'ai besoin de récupérer les fonds, je peux récupérer tout ou partie. Et je pourrais, comment dirais-je, je pourrais réalimenter bien par la suite. Aucune problématique là-dessus. Spectateur anonyme, je pense avoir compris la question. C'est quoi le bénéfice de la banque sur cette épargne? La banque n'intervient pas dans le cadre de la SCPI. Tout à l'heure, on a abordé deux sujets aujourd'hui. Le financement Murabaha, dans lequel il y a finalement un partenaire bancaire qui va intervenir dans la transaction commerciale. Donc, le bénéfice de la banque, c'est la marge bancaire qui va être dégagée. Et pour ça, on peut faire des simulations finalement dans le cadre d'un audit personnalisé et étudier votre projet pour vous indiquer quelle serait la marge bancaire donc dégagée par le partenaire. Dans le cadre de la SCPI, on ne travaille pas avec une banque. On est agréé, donc on est affilié plutôt avec une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, donc en l'occurrence Norma Capital. Donc les frais de souscription, donc sur les 10%, il y a une partie qui revient à 570 ici pour le travail de structuration, commercialisation, développement de la solution, et une autre partie qui revient à la société de gestion agréée donc par l'autorité des marchés financiers qui, elle, va gérer le fameux parc immobilier. Parfait. Donc là, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Il restera encore une phase de questions. Donc là, c'est un petit tableau récapitulatif finalement, comparatif en tout cas de la SCPI versus donc versus un investissement locatif en direct. Donc SCPI, donc comme on l'a vu tout à l'heure, quand on parle de rendement de 4,35, 4,51, 4,73, c'est des rendements finalement nets de toute charge. L'immobilier locatif en direct, bien sûr, il faudra prendre en considération les charges, les taxes qu'il reste à payer. Dans le cadre de la SCPI, on va mutualiser finalement le risque, comme on l'a évoqué tout à l'heure brièvement. Si je détiens un bien en direct, s'il n'est pas mis en location, la contrainte que je vais avoir, c'est que je vais avoir zéro. Je percevrai zéro finalement de revenus.
Là, dans le cadre de la SCPI, comme on a mutualisé cela, eh bien, même si on avait un locataire qui ne payerait pas, eh bien, ça serait diffus sur l'intégralité des épargnants. Donc, finalement, pour percevoir 0 dans le cadre de la SCPI, il faudrait que la trentaine de biens qui est mise en location actuellement, eh bien, finalement, ne soit pas louée. C'est quasiment impossible. En ce qui concerne la gestion locative, donc déléguer à une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, donc c'est en l'occurrence Norma Capital qui est notre partenaire. Dans le cadre d'un investissement locatif en direct, c'est à la charge du propriétaire. Ou alors, il y a une autre solution, on peut aussi déléguer cela à une agence immobilière. Mais forcément, si je délègue ça à une agence immobilière, ça aura aussi un impact sur la rentabilité, bien sûr. Le type d'actif donc immobilier, là, on est plutôt dans le domaine des professionnels, comme vous l'avez compris, dans le cadre de la SCPI, ce qui n'est pas le cas dans les investissements locatifs en direct. Généralement, c'est un bien à usage d'habitation. Donc, la contrainte que l'on va avoir, finalement, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Généralement, voilà, dans le domaine des professionnels, les baux qui vont être signés vont être beaucoup plus longs, et puis les locataires beaucoup plus stables. Ensuite, l'accessibilité. Donc, dans le cadre de la SCPI, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un avantage, il faut le garder en tête, c'est que c'est accessible au plus grand nombre avec un ticket d'entrée minimum de 1 000 €. Et puis, on peut l'alimenter de manière régulière avec des sommes relativement faibles. Dans le cadre d'un investissement locatif en direct, investissement minimum de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc là, qu'on l'achète cash ou finalement qu'on passe par finalement un effet de levier, il faudra quand même avoir un certain montant minimum, voilà, pour pouvoir vous lancer sur un investissement locatif en direct. La liquidité, donc je l'expliquais tout à l'heure, faut compter une trentaine de jours pour récupérer ses fonds dans le cadre de la SCPI. Là, voilà, pareil, si on compare avec un investissement locatif, il faudra revendre le bien, donc ça peut prendre un certain temps. Pour ce qui est de la partie frais, donc la partie frais, on l'a dit, donc 10% donc qui seront prélevés à la sortie. Dans le cadre des frais liés à un achat en direct, donc on a les frais de notaire, généralement c'est plutôt 8%, frais d'agence entre 3 et 7%. Voilà, et bien sûr, il peut y avoir à cela des travaux, des financements. Succession, plus facile de transmettre des parts, effectivement, puisque si je détiens un bien en direct, pour la succession, il faut l'accord de tous les héritiers. Donc voilà un petit peu quelques points essentiels donc, de comparaison entre l'investissement locatif et la SCPI. Il y a encore des points qu'on n'a pas évoqués. Typiquement, si on veut aussi trouver des arguments pour un investissement locatif en direct, eh bien, c'est bénéficier de l'effet de levier. On l'avait évoqué tout à l'heure dans le début de la présentation. J'ai une somme plutôt modeste, 15 ou 20 000 €. Eh bien, en effectuant un financement sur une certaine finalement durée, je vais pouvoir aller acquérir un bien peut-être à 120 000 €, ou même un petit peu plus. Et bien, l'avantage, c'est que les rendements, ils seront aussi plus conséquents. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on l'évoquait, les fameuses parts de copropriété, ça, il faudra les rajouter, la taxe foncière et autres, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la SCPI. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est pas finalement SCPI versus investissement locatif en direct. Pour moi, les deux peuvent tout à fait être pertinents. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait chercher à acquérir un bien en investissement locatif en direct pour valoriser un bien, potentiellement avoir une résidence secondaire à la retraite, voilà, aller chercher aussi potentiellement un peu plus de rentabilité, et que ce soit en termes de rendement locatif, mais également plus-value. Et voilà, ça c'est important de le garder en tête. Donc, je vais regarder s'il y avait encore des questions. Disposez-vous d'une provision minimum, exemple si un investissement de poste en quelques 10 ans, quels sont les impacts? D'abord, je n'ai pas suivi. Il y aura un replay donc, qui vous sera transmis donc, sur la partie financement Murabaha, donc avec les critères d'éligibilité, le fonctionnement, quelles vont être les différentes étapes. Donc, ça va permettre de revoir un petit peu les différentes étapes. Et puis, de toute façon, spectateur anonyme, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à programmer un entretien avec un conseiller finalement du réseau. Voilà, ça n'engage à rien, mais simplement, ça vous aidera à y voir plus clair et puis aussi avoir finalement des préconisations personnalisées. Que là, ça reste quand même une présentation générale, mais en fonction de l'audit patrimonial et des informations qu'on va recueillir, eh bien, on pourra émettre des préconisations pour vous faciliter un petit peu la vie. Disposez-vous d'une provisoire minimum, exemple si un investissement dépose 100 K,
et que 10 ans après, il veut les récupérer, quels sont les impacts? Alors, je n'ai pas bien compris la question. À quoi correspondent concrètement les 10% de frais? Bah, je l'expliquais. Une partie pour notre rémunération à nous, on travaille donc développement de la solution, commercialisation de la solution, et une autre partie qui revient à Norma Capital, donc qui est la société de gestion qui, elle, va gérer le parc immobilier, que ce soit trouver des locataires, trouver des biens avec un rendement important, essayer aussi d'aller chercher des biens avec une plus-value potentielle. Donc ça va être le travail de la société de gestion. Et nous, c'est commercialisation, développement de la solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, on est un tout petit peu moins d'une heure, donc j'ai bien tenu le timing. Il y a eu pas mal de questions, machallah. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et en parallèle, donc là, ce que je fais, je vous transmets donc dans le chat, si vous pouvez me confirmer que vous avez tous reçu cela, donc un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec un conseiller donc, chez 570 ISI. Comme j'expliquais, qui aura pour but finalement d'effectuer un audit patrimonial et d'avoir finalement des préconisations adaptées à votre situation et non pas une présentation plus générale comme on a pu l'évoquer ensemble. Voilà. Si vous pouvez me confirmer que vous avez bien reçu le lien donc dans la discussion du webinaire, j'ai mis le lien en direct donc pour prendre un entretien avec un conseiller. Non, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai mis dans la discussion. Alors, ici, là, je viens de l'envoyer. Pas vu le lien. OK, donc pas vu le lien. Je viens de le renvoyer. Je pense. Est-ce que c'est bon? Si vous pouvez juste me confirmer cela? Oui, OK, super. OK. Impeccable, super. Alors, je vois qu'il y a une question qui s'est rajoutée. Si un investisseur récupère une grande somme et que le bien est vendu, est-ce que cela impacte les personnes faisant partie de ce lot? Si un investisseur récupère une grande somme et que le bien est vendu, est-ce que cela impacte les personnes faisant partie de ce lot? Alors, donc ça, donc Fatih, pour que je puisse répondre, pour rappel, à ce jour, dans le cadre de la SCPI, on collecte en moyenne 1 million par mois. Donc, ça nous donne une certaine visibilité sur la collecte. Et en plus de cela, on a une autre cartouche qui est plutôt précautionneuse. Pourquoi? Comme je l'expliquais tout à l'heure, on détient un compte dépositaire, compte sur lequel transite l'argent des épargnants. Et justement, dans le cas où il y aurait finalement des demandes de sortie de nos épargnants, ou bien finalement de travaux sur les biens que l'on détient, eh bien, on conserve finalement un coussin de sécurité. À ce jour, on était à 11%, on doit avoir à peu près 5 millions sur ce fameux coussin de sécurité. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait aller chercher un rendement supérieur, mais on préfère jouer la carte de la sécurité dans le cas où il y aurait des demandes de sortie de nos épargnants. Voilà, peu importe le cas de figure. Si on prend le fameux cas extrême, Fatih, eh bien, le fameux cas extrême, c'est-à-dire qu'on n'a plus de coussin de sécurité, il y a un bon nombre de personnes qui souhaitent partir au même moment, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement rembourser les personnes que l'on a accompagnées? Eh bien, on va revendre finalement un des biens pour pouvoir finalement que nos épargnants puissent récupérer leur fonds, tout simplement. Excellente question. Est-ce que le coussin de sécurité doit être inclus dans la zakat elle-même? Donc, effectivement, je ne l'avais pas évoqué aujourd'hui. Je ne suis pas rentré dans ces détails-là, parce que ça, généralement, lors de la présentation SCPI au global avec le conseiller, en tout cas, c'est fait. Le coussin de sécurité doit tout à fait être inclus dans la zakat elle-même. Donc, c'est pour ça que je donnais l'exemple de tout à l'heure de 11%. De 11%. En fait, donc, bon, si on veut rentrer dans le détail, d'un point de vue de l'éthique musulmane, la thésaurisation de l'argent en islam, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé. Et là, comme l'argent, dans le cadre des SCP, est investi dans des bâtiments, ces bâtiments vont créer de la valeur, créer de la richesse. Indirectement, ils peuvent même créer de l'emploi, raison pour laquelle il n'y aura pas de zakat elle-même sur l'intégralité du placement SCP. Cependant, il y a une petite subtilité, euh, finalement, qu'on appelle le fameux coussin de sécurité, comme je l'expliquais, qui va permettre de conserver justement un coussin de sécurité dans le cas où il y aurait des demandes de sortie de nos épargnants ou dans le cas où il y aurait des travaux sur les biens que l'on détient. Et ce fameux coussin de sécurité, il évolue chaque mois en fonction de deux paramètres. La collecte qu'on va avoir auprès de nos épargnants. Donc, plus on va collecter, plus ce pourcentage va augmenter. Et des acquisitions. Plus on va acquérir de biens, plus ce pourcentage va diminuer. Généralement, on est entre 6 et 12%.
Et forcément, on a des personnes qui vont payer Zakat al-Mal à différents moments. On va avoir des personnes qui vont payer Zakat al-Mal durant le mois de Ramadan, d'autres pendant le mois de Dhul Hijjah. Donc, dans le cadre d'une newsletter mensuelle, qu'on va transmettre à nos épargnants, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous indiquer le pourcentage du coussin de sécurité. Donc, je reprends un fameux exemple. J'ai 10 000 euros sur mon compte courant aujourd'hui, je dois payer Zakat al-Mal. Voilà, c'est ma date de Zakat, je dois payer. Qu'est-ce qu'on va faire? 10 000 euros fois 2,5%, donc 250 euros. Si on regarde donc le placement dans la SCPI, on va regarder le pourcentage du coussin de sécurité de ce mois-ci. On va dire, allez, 10% pour faire ça. Je fais 10 000 euros fois 10%, donc ça fait 1 000 euros. Et c'est sur les 1 000 euros que je vais calculer les 2,5% de zakat al-Mal, donc 25 euros. Donc, d'un côté, si j'avais laissé mon argent dormir, eh bien, j'aurais payé 250 euros de zakat al-Mal. Et bien là, en l'occurrence, je vais payer sur une partie infime, sur une partie certes, donc de 25 euros. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc tout le monde m'a confirmé que vous avez bien reçu le lien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Euh, comme on vous l'a indiqué, donc il y aura un replay pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Donc il y aura un replay, donc surtout pour la première partie, hein, donc qui était finalement dédiée à la Murabaha, avec une petite spécificité sur l'investissement locatif. Et donc je vous invite vivement tous à bloquer un créneau pour justement étudier la faisabilité de vos différents projets, Inch'Allah, et pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine en conformité avec l'éthique musulmane. C'était un plaisir en tout cas d'avoir partagé ça avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum.